Avril 1945. La Bavière gisait en ruine. La fumée montait encore des hôpitaux bombardés. L'infirmière de l'armée allemande, Greta Mueller, serrait une lettre de son frère disparu, tandis que les chars américains roulaient devant son poste de secours. Elle s'attendait à une balle. À la place, un jeune médecin mexicano-américain lui tendit de l'eau. Au camp Clinton, dans l'Iowa, Greta se préparait aux rations de famine dont elle avait entendu parler dans les camps soviétiques. Les gardes apportèrent le petit déjeuner. Vrai steak, œufs brouillés, pain frais. Ses mains tremblaient en regardant l'assiette. Ça ne pouvait être que du poison, ou une mauvaise blague américaine avant de la tuer. Sa camarade de chambrée chuchota « Ils veulent nous attendrir avant l'exécution ». Mais vint ensuite la glace à la fraise un après-midi d'été. Prisonniers allemands et gardiens américains, partageant la même table, riant ensemble. Tout ce qu'on lui avait appris sur la brutalité américaine s'effondrait à chaque bouchée. Ce n'étaient pas les monstres des affiches de propagande. Mais si tout cela était mensonge, qu'est-ce qui ne l'était pas? Si vous voulez entendre d'autres histoires incroyables et méconnues qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire, abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. Ces histoires nous relient à travers le monde. Les chars américains traversèrent la campagne bavaroise comme un tonnerre de fer, leurs chenilles écrasant les derniers restes de fleurs sauvages qui avaient miraculeusement survécu au bombardement. Greta Mueller appuyait son dos contre le mur de pierre de l'hôpital de campagne, les doigts tremblants autour de la lettre de Hans. 3 mois déjà. 3 mois sans nouvelles du front de l'Est, où l'unité de son frère avait été engloutie par l'avancée soviétique comme des cailloux jetés dans une eau noire. L'odeur âcre du papier brûlé emplissait la cour, tandis qu'elle jetait au feu les dossiers médicaux nazis, page après page. Dossiers de patients décrivant des expériences qu'elle avait essayé de ne pas voir, demandes d'appointements de médicaments qui n'étaient jamais arrivés jusqu'aux blessés allemands. Ordres signés par des médecins SS qui traitaient les êtres humains comme des cobayes. Chaque page se recroquevillait et noircissait, emportant la preuve de choses qui n'auraient jamais dû être écrites, jamais faites. Quand le médecin américain apparut dans l'encadrement de la porte, les mains de Greta se figèrent à mi-chemin du feu. Elle s'attendait à des soldats armés, des ordres aboyés en anglais, peut-être une balle si elle avait de la chance. À la place, le caporal James Torres ôta son casque et s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Ses yeux sombres balayèrent les papiers qui brûlaient, les murs tachés de sang, ses mains tremblantes. Mais son expression resta douce. « Wasser », dit-il en tendant une gourde, prononçant le mot allemand avec précaution, comme s'il l'avait répété. Comme elle ne réagissait pas, il posa la gourde par terre entre eux et recula, main visible et vide. Greta fixait la gourde. De l'eau américaine, sûrement empoisonnée, certainement un piège. Mais sa gorge était comme du papier de verre, et le soleil de mai tapait impitoyablement sur son uniforme d'infirmière sale. Elle le regarda soigner un soldat allemand blessé dans un coin, geste précis et professionnel, en nettoyant une blessure par éclat. Pas de cruauté, pas de moquerie, juste des soins, exactement comme elle l'aurait fait. « Ton frère » Torres désigna la lettre encore serrée dans son poing. Son allemand était fortement accentué, mais compréhensible. « Vermisst » disparut. Le mot la frappa comme un coup. Elle hocha la tête, la voix coincée. « Le mien aussi » dit-il doucement en anglais, puis repassa à l'allemand. « Philippines. Battant. » Il continua à panser la blessure du soldat allemand avec des bandages propres. La guerre prend les frères de tout le monde. Le camion de transport arriva au coucher du soleil, rempli de prisonniers allemands qui semblaient aussi hébétés que Greta. Les Américains leur avaient donné de la vraie nourriture pour le voyage, pas le pain de sciure qu'ils mangèrent depuis des mois. Un sergent plus âgé de la Wehrmacht, nommé Müller lui aussi, était assis en face d'elle, le visage émacié, mais les yeux encore vifs. « Camp de prisonniers américains, que Dieu nous aide », marmonna-t-il. « J'ai entendu des histoires du front de l'Est. Famine, maladie, corvée qui vous tue à petit feu. » Greta hocha la tête, mais quelque chose la gênait dans sa mémoire. Les mains douces du médecin, les bandages propres sur les blessés allemands,
l'eau offerte sans rien demander en échange. Le camp Clinton, Iowa, surgit de la prairie comme une petite ville, avec baraquements, miradors et hectares de champs à perte de vue. Mais les miradors n'étaient pas hérissés de mitrailleuses, et les soldats américains ne ressemblaient pas aux monstres brutaux des affiches de propagande. Ils avaient l'air fatigués, très jeunes pour la plupart, certains à peine plus âgés que Hans. La file d'enregistrement avançait efficacement. Nom, grade, unité, ville natale. Examen médical, douche désinfectante, affectation au baraquement. Greta se retrouva avec Liesl Hoffman, opératrice téléphonique de 19 ans, aux cheveux blonds pendants, en mèche de molle, autour de joie de Creuse. « Ne leur fais pas confiance », chuchota Liesl, tandis qu'on les escortait vers leur quartier. « Mon cousin a été fait prisonnier par les Russes. Ils l'ont bien nourri la première semaine, puis l'ont fait crever dans les mines de charbon. Ce n'est que le début. » Pourtant, les baraquements étaient impropres, pas luxueux, des lits superposés en bois avec matelas fins et couvertures rêches, mais propres. Pas de rats, pas d'odeur d'excréments. Par les fenêtres, Greta voyait des soldats américains jouer au baseball au-delà de la clôture, leur rire porté par la brise du soir comme venu d'un autre monde. La première nuit, elle resta éveillée à écouter la respiration calme de dizaines de femmes allemandes qui s'attendaient à mourir et se retrouvaient dans des lits avec de vrais draps. Quand le sommeil vint enfin, elle rêva de Hans debout dans un champ de blé sans fin, sous le ciel de l'Iowa, tenant une lettre qu'elle ne recevrait jamais. Le plateau du petit déjeuner apparut à 6 heures du matin, apporté par un soldat américain rouquin qui ne devait pas avoir plus de 18 ans. Greta fixait le contenu comme des reliques d'une autre civilisation. Œufs brouillés, encore fumants, 2 tranches de bacon qui ressemblaient vraiment à de la viande, pain qui sentait la cuisine de sa grand-mère avant que la guerre ne dévore tout ce qui était bon. « Es ist nicht vergiftet », dit le garçon en allemand soigneusement pratiqué, remarquant son hésitation. « Ce n'est pas empoisonné. » Son accent était épouvantable, mais l'effort fit quelque chose se tordre dans la poitrine de Greta. Il sourit, mima le geste de manger et s'éloigna en sifflotant une mélodie qu'elle ne connaissait pas. Liesl piquait ses œufs du bout de la fourchette comme s'il pouvait mordre. « Trop de nourriture », chuchota-t-elle. « Il nous engraisse pour quelque chose. Ma grand-mère disait ça des oies avant Noël. » Mais la faim l'emporta sur la méfiance, et Greta prit sa première bouchée. Les œufs étaient les crémeux, riches, assaisonnés d'herbes dont elle avait presque oublié l'existence, sel sans sucre, poivre qui avait vraiment du goût. Son estomac se crispa sous la richesse soudaine après des mois de quasi-famine, mais elle ne put s'arrêter de manger. Plus tard ce matin-là, le major Elizabeth Hartwell la convoqua au bâtiment administratif. Greta s'attendait à une version des officiers SS qu'elle avait connue, froide, efficace, prompte à la colère. Elle trouva une femme de la fin de la trentaine aux mains calleuses et aux rides de rire autour des yeux, assise derrière un bureau couvert de photos de prisonniers et de leurs familles. « Sprechen Sie English ?» demanda le major Hartwell, puis passa immédiatement à un Allemand prudent, quand Greta secoua la tête. « J'ai besoin d'une traductrice, quelqu'un qui connaisse les termes médicaux. Le médecin du camp dit que vous étiez infirmière. » Greta hocha lentement la tête. « Feldkrankenschwester, infirmière de campagne. » Bien. Hartwell sortit un dossier épais de formulaires. Nous avons 300 prisonniers allemands ici. La moitié souffre de malnutrition, infection, dépression. Ils refusent de parler à notre personnel médical parce qu'ils ne nous font pas confiance. On ne peut pas leur en vouloir après tout ce qu'on leur a raconté sur les Américains. Que voulez-vous de moi? Aidez-les à guérir. Aidez-les à comprendre que nous ne leur ferons pas de mal. La voix d'Hartwell était factuelle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. En échange, vous aurez des rations supplémentaires, des livres, peut-être des nouvelles des prisonniers allemands dans d'autres camps, y compris sur les soldats disparus. Hans, le cœur de Greta bondit, mais elle garda un visage neutre. Pourquoi vous ferais-je confiance? Hartwell se recula dans son fauteuil, l'observant avec des yeux couleur terre de l'Iowa. Parce qu'il y a 3 semaines, mon fils David est mort sur une plage en Normandie. 22 ans. Médecin comme Jimmy Torres. Il est mort en essayant de sauver un soldat allemand blessé, abandonné dans un bunker.
Les mots restèrent suspendus entre elles, comme la fumée d'un feu mourant. Greta attendait la suite. Le reproche, la haine, l'exigence de vengeance qui auraient tout expliqué. À la place, Hartwell ouvrit un tiroir et sortit une photo. Un jeune homme en uniforme, souriant à l'objectif, avec les yeux de sa mère. David écrivait que les prisonniers allemands que son unité capturait étaient surtout des gamins, effrayés, affamés, loin de chez eux. Il disait qu'ils lui rappelaient les fils de fermiers de l'Iowa. Greta fixait la photo, pensant aux lettres de Hans, décrivant des prisonniers russes qui ressemblaient à ses anciens élèves du village. Des gamins jouant aux soldats dans une guerre qui dévorait les enfants. « Je pourrais haïr chaque soldat allemand pour m'avoir pris mon fils », reprit doucement Hartwell. « Certains jours, j'en ai envie. Mais David n'est pas mort pour que je devienne le genre de personne qui laisse souffrir des prisonniers par vengeance. Il est mort parce qu'il croyait en quelque chose de meilleur. » Cet après-midi-là, Greta se retrouva à l'infirmerie du camp, traduisant entre le docteur Klein et un jeune soldat aux pieds infectés après des mois de marche dans des bottes pourries. Le garçon sursautait chaque fois que le médecin américain s'approchait, s'attendant à la brutalité qui ne venait jamais. Klein nettoya les plaies avec une douceur efficace, appliqua l'antiseptique en expliquant chaque geste dans un allemand cassé. Dites-lui que l'infection devrait disparaître en 1 semaine avec un bon traitement, dit-il, en bandant les pieds avec des bandages propres. Et qu'il faut les garder au sec et changer le pansement tous les jours. Tandis que Greta traduisait, elle vit le visage du garçon passer de la terreur à l'émerveillement. Bandage propre, vrai médicament, un médecin qui le traitait comme un être humain et non comme de la vermine. Quand ils le relevèrent, il murmura « Danke schön », si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. En rentrant au baraquement ce soir-là, Greta sortit le petit carnet caché dans sa poche d'uniforme et se mit à écrire. Pas de la propagande ni des rapports officiels, mais la vérité de ce qu'elle voyait. Soldats américains partageant des cigarettes avec des prisonniers allemands. Une commandante qui parlait de miséricorde plutôt que de vengeance. Un médecin qui soignait sans demander de quel côté ses patients s'étaient rebattus. L'écart entre la propagande nazie et la réalité quotidienne devenait impossible à ignorer, et chaque petite gentillesse était une nouvelle fissure dans le mur de tout ce qu'on lui avait appris à croire. La nouvelle arriva un mardi matin de juin, crépitant à la radio du camp comme un éclair fendant le ciel d'été. L'Allemagne s'était rendue, la guerre était finie. Greta se figea à l'infirmerie, une bouteille d'iode tremblant dans ses mains, tandis que la voix de l'annonceur résonnait sur les murs en 3 langues, anglais, allemand et ce qui ressemblait à du polonais. Autour d'elle, les prisonniers réagirent de 1000 façons. Certains pleuraient ouvertement, de soulagement ou de douleur, elle ne savait pas. D'autres restaient immobiles, comme des pierres, mesurant l'immensité d'un monde sans guerre. Quelques-uns riaient d'un rire amer de survivants qui n'avaient jamais cru voir la fin. « Et nous, qu'est-ce qu'on devient maintenant ?» murmura Close, le jeune soldat dont les pieds étaient enfin guéris. Sa voix portait l'incertitude de quelqu'un dont toute la vie adulte avait été définie par le conflit. Greta n'avait pas de réponse, mais le major Hartwell apparut dans l'encadrement de la porte, le visage calme malgré le chaos. « Mesdames et messieurs, dit-elle dans un allemand soigneux, vous n'êtes plus prisonnières de guerre. Vous êtes des personnes déplacées en attente de rapatriement. Cela prendra du temps, mais vous rentrerez chez vous. » Chez vous? Le mot sonnait étranger dans la bouche de Greta. Où était chez elle maintenant? L'hôpital de campagne en Bavière n'était plus que ruine. Le village où elle avait grandi était en zone soviétique. Son appartement à Berlin avait été rasé en février. Chez elle, c'était là où Hans l'attendait peut-être, si Hans était encore en vie. La transformation commença immédiatement. Des délégués de la Croix-Rouge arrivèrent avec des dossiers épais et des formulaires sans fin. Demande de rapatriement en 3 exemplaires, examens médicaux, entretien d'identité. Greta se retrouva plus occupée que jamais à traduire entre fonctionnaires américains et civils allemands qui réapprenaient à espérer. Ce fut Jimmy Torres qui lui apporta la nouvelle de Hans, 3 semaines après la capitulation.
Il la trouva à l'infirmerie, en train de nettoyer les instruments, avec la précision méthodique de quelqu'un qui cherche à occuper ses mains pendant que son esprit vagabonde sur des chemins dangereux. « La Croix-Rouge a de nouvelles informations », dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. Son expression était prudente, comme quand on marche sur de la glace fine, sur des prisonniers de guerre allemands capturés à l'Est. La main de Greta s'immobilisa sur la pince qu'elle polissait. « Hans, il y a un camp près de Stalingrad. Les archives soviétiques mentionnent Hans Müller, 24 ans, 19e division Panzer, capturé en janvier. » Jimmy sortit un papier plié de sa poche de chemise. « Il est vivant, Greta. Malade, mais vivant. La Croix-Rouge négocie des échanges. » La pince tomba bruyamment sur le sol, tandis que Greta enfouissait son visage dans ses mains. Vivant. Après des mois à imaginer Hans mort dans un champ gelé, après avoir écrit des lettres à un fantôme, après avoir pleuré un frère qui n'avait peut-être jamais eu besoin de larmes, le soulagement était comme se noyer à l'envers, comme remonter à la surface vers un soleil brûlant. Ce dimanche-là, le camp Clinton organisa ce que le major Hartwell appela un pique-nique international. Gardiens américains et prisonniers allemands se réunirent dans la cour principale, partageant nourriture et musique, sous le soleil de l'Iowa qui tapait sur tout le monde, également. Quelqu'un avait déniché un vieil harmonica, et un ancien soldat jouait des airs populaires, qui sonnaient en pareil qu'on les appelle allemands ou américains. Greta était assise sur un banc de bois à côté de Jimmy Torres, regardant Clouse apprendre à un groupe de jeunes soldats américains un jeu de cartes qui provoquait beaucoup de cris et de rires. Les barrières entre gardiens et prisonniers s'étaient dissoutes si progressivement qu'elle n'avait pas su dire quand ça s'était produit, comme la glace qui fond si lentement qu'on ne remarque la rivière libre que quand elle coule à nouveau. « Goûte ça », dit Jimmy en lui tendant un petit bol, rempli de roses et de froid. « Glace à la fraise. Ma sœur en fait à la maison au Texas, mais le cuisinier ici s'en sort bien. » Greta en avait entendu parler, mais n'en avait jamais goûté. La première cuillère explosa sur sa langue, comme une douceur gelée, riche, crémeuse, impossible froide malgré la chaleur de l'été. Le goût était pure fraise, soleil concentré et pluie, promesse de saison meilleure. Elle rit malgré elle, un son rouillé par le désuétude. La glace était ridicule, impratique, un luxe absurde dans un monde encore en train de nettoyer les décombres de la guerre. Mais assise là sous le soleil de l'Iowa, à écouter des chansons populaires allemandes jouées par d'anciens ennemis devenus presque amis, ça avait le goût du premier jour d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Pas mal », dit-elle en reprenant une cuillère. Jimmy sourit. « Attends de goûter au chocolat. » Pour la première fois depuis que les chars américains avaient traversé la Bavière, Greta se permit de croire que rentrer chez soi pouvait vouloir dire plus que simplement survivre au voyage. Le télégramme arriva un matin de juillet où la chaleur pesait sur le camp Clinton, comme une couverture mouillée, faisant même faner l'herbe de la prairie sous le soleil implacable. Le major Hartwell trouva Greta à l'infirmerie, en train d'apprendre à Klaus à bander correctement un poignet foulé, leur voix mêlant allemand et anglais cassés dans le rythme facile qu'ils avaient tous pris pendant l'été. « Greta », dit doucement Hartwell en tenant le papier jaune comme quelque chose de fragile. « Télégramme de la Croix-Rouge à propos de ton frère. » Le monde se réduisit à cette feuille. Les mains de Greta prirent le télégramme, le dépliaient, lisaient des mots qui se réorganisaient en sens avec la lenteur inéluctable d'un glissement de terrain. Hans Müller, décédé. 2 juillet 1945. Typhus. Camp soviétique numéro 47. Le 2 juillet. Il y a 2 semaines. 2 semaines après la capitulation allemande, 2 semaines après qu'elle avait commencé à croire à des lendemains avec glace à la fraise et lettres du Texas, 2 semaines après s'être autorisée à espérer que quelqu'un d'avant-guerre survive pour voir la suite, le télégramme glissa de ses doigts engourdi et tomba comme une feuille de papier. Klaus se pencha pour le ramasser, son jeune visage se décomposant en lisant la traduction allemande tamponnée sous le texte anglais officiel. Le major Hartwell resta dans l'encadrement de la porte, expression taillée dans le granit de l'Iowa, burinée par trop de moments semblables. « Je suis désolée », dit-elle, mots aussi inadéquats que des bandages sur une artère sectionnée.
La Croix-Rouge dit qu'il était malade depuis des mois. L'épidémie de typhus a durement frappé son camp en juin. Greta hocha la tête parce que hocher la tête était quelque chose que son corps savait encore faire, pendant que son esprit luttait avec l'arithmétique de la perte. Hans avait survécu à la retraite de Moscou, au cauchemar de Stalingrad, au chaos de l'effondrement final. Il avait traversé des batailles qui avaient tué des millions, le pire hiver du siècle, 5 mois de captivité soviétique, et puis le typhus, une maladie qu'on soignait avec des médicaments dont le camp regorgeait, l'avait tué 2 semaines après la fin de la guerre. Le reste de la journée passa comme un rêve fiévreux. Elle suivit les gestes habituels. Traduire pour le Dr Klein, mettre à jour les dossiers, distribuer le courrier. Mais tout semblait lointain, comme si elle regardait quelqu'un d'autre, accomplir les gestes pendant que sa vraie personne était partie ailleurs. Ce soir-là, elle surprit 2 gardiens américains qui parlèrent dehors, leur voix portée par l'air humide. Le caporal Davidson se plaignait encore de la nourriture, son accent de l'Alabama tranchant de rancœur. « Ces boches bouffent mieux que nos gars dans le Pacifique. De la vraie viande, des légumes frais, de la glace le dimanche. Mon cousin m'a écrit d'Okinawa qu'ils étaient au riz et aux pêches, en boîte, depuis des semaines. »« Les ordres sont les ordres, » répondit l'autre sans conviction. « Les ordres, » cracha Davidson. « Va dire ça aux Marines morts à Iwo Jima pendant qu'on joue les nounous avec l'ennemi. C'est eux qui ont déclenché la guerre. Ils devraient s'estimer heureux qu'on ne les fasse pas creuser leur tombe à main nue. » Les mots frappèrent Greta comme des éclats d'obus. Ennemi. L'humanité, soigneusement observée pendant l'été, sembla soudain fragile, comme du papier, prête à brûler au premier coup de vent. Si les gardiens la voyaient comme l'ennemi, si leur gentillesse n'était que l'obéissance aux ordres, alors tout ça n'avait aucun sens. Elle cessa de manger. La glace à la fraise qui avait eu goût d'espoir resta intacte dans son bol, fondant en soupe rose sous les lumières du réfectoire. Le sommeil devint impossible. Son esprit tournait en boucle sur chaque geste doux de Jimmy Torres, chaque décision, juste du Major Hartwell, se demandant ce qui avait été sincère et ce qui n'était que théâtre. Liesel le remarqua la première. « Tu disparais, » dit-elle un matin, la voix tendue d'inquiétude. Comme ma tante après la mort d'oncle Fritz. Elle s'est arrêtée petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez pour continuer. L'harmonie fragile du camp commença à se fissurer. Kurt Brenner, l'ancien officier SS qui attendait son heure depuis des mois, sentit la faiblesse comme un prédateur sans le sang. Il apparut à côté de Greta pendant le déjeuner, voix basse et persuasive. « Tu vois maintenant, les Américains jouent à la miséricorde quand ça les arrange, mais nous restons leurs ennemis. Tu as traduit leurs mensonges, tu les as aidés à paraître civilisés pendant qu'ils préparent notre destruction. » « Ce n'est pas vrai, » répondit Greta. Mais les mots sonnaient, creux même à ses propres oreilles. « Ton frère est mort entre les mains soviétiques pendant que tu mangeais leur glace, » poursuivit Brenner, voix douce comme miel empoisonné. « Dis-moi, infirmière, que penserait Hens de sa sœur qui collabore avec ceux qui ont livré la moitié de l'Allemagne à Staline ?» La question se logea dans sa poitrine comme une écharde impossible à extraire. Les papiers de rapatriement arrivèrent un matin d'octobre, où le givre peignait la prairie en argent. Greta fixait les documents officiels qui la renverraient en Allemagne, dans un pays découpé entre vainqueurs, dans des villes réduites en gravats, dans un avenir aussi froid et incertain que l'air du matin. Elle avait cessé de traduire depuis des semaines, cessé d'aider à l'infirmerie, cessé d'écrire dans son journal caché. Le pont soigneusement construit entre personnel américain et prisonniers allemands s'était effondré sans elle, laissant les 2 camps se parler à nouveau par gestes et phrases cassées pleines de suspicion. Claus avait essayé de l'atteindre, apportant de petits cadeaux. Une fleur sauvage cueillie dans la cour, un morceau de chocolat gardé de ses rations, un dessin maladroit de Hans d'après la photo qu'elle lui avait montrée. Mais la gentillesse ressemblait désormais à une trahison. Chaque geste doux était un rappel qu'elle s'était permis d'espérer pendant que son frère mourait seul dans un camp soviétique. « Tu te tues », dit Liesel un soir en la voyant repousser la nourriture dans son assiette. Lentement,
comme ma grand-mère après la Première Guerre qui lui avait pris tous ses fils. Elle avait décidé que la culpabilité était plus facile que vivre. Greta ne protesta pas. La culpabilité était plus facile. Pas de choix, pas de foi, pas de risque de déception. Équation simple, Hans était mort. Elle était vivante. Et chaque instant de réconfort depuis sa capture avait été volé à sa mémoire. La veille du départ, Jimmy Torres la trouva assise dans l'infirmerie vide, entourée des fantômes de toutes les petites miséricordes qu'elle avait vues et rejetées. Il apportait 2 tasses de café et s'installa en face d'elle sans demander la permission, comme le premier jour où elle brûlait les dossiers nazis en attendant l'exécution. « Tu t'en veux », dit-il doucement en lui tendant une tasse qui réchauffa ses doigts engourdis. « Pour Hans, pour être ici pendant qu'il mourait ailleurs. » Greta fixait le liquide noir, n'y voyant rien. « Il est mort, pendant que je mangeais de la glace et riais avec ses ennemis. »« Ses ennemis ?» répéta Jimmy, testant les mots comme un médecin tâte une plaie. « Pas les tiens, quelle différence ?» La question sortit plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu, chargée de mois de douleurs accumulées. « Tu es américain, je suis allemande, ton camp a gagné, le mien a perdu. Hans a payé le prix pendant que je jouais à la petite maison avec ceux qui l'ont mis dans ce camp. » Jimmy resta longtemps silencieux, ses yeux sombres, étudiant son visage avec l'attention de quelqu'un qui lit un dossier médical. Quand il parla enfin, sa voix portait le poids de ses propres fantômes. « Mon frère Miguel est mort à Batane, dit-il, capturé par les Japonais après 3 mois de combat, avec demi-ration et sans matériel médical. Ils l'ont forcé à marcher 100 km sous la chaleur philippine, puis l'ont fait travailler jusqu'à la mort dans un camp de travail. » Il fit tourner la tasse entre ses paumes. « J'étais en école de médecine, à ce moment-là, en sécurité au Texas, à étudier l'anatomie, pendant que Miguel apprenait ce que ça fait de mourir de faim. » Greta leva les yeux, frappée par la douleur parallèle dans sa voix. « Pendant des mois, j'ai voulu haïr chaque Japonais que je croisais. Chaque visage asiatique ressemblait à l'ennemi qui avait tué mon frère. » Mais Miguel écrivait des lettres des Philippines sur les infirmières philippines qui risquaient leur vie pour soigner les blessés américains, sur des médecins japonais qui partageaient parfois leurs rations avec les prisonniers, sur la découverte d'humanité au milieu de l'enfer. Il sortit une photo usée de sa poche de chemise. 2 jeunes hommes en civil, bras dessus, bras dessous, riant de quelque chose hors champ. Miguel croyait que la haine est un choix. Même quand il avait toutes les raisons de la choisir, il a choisi autre chose. « Quoi ?» chuchota Greta. « Voir des visages individuels plutôt que des uniformes ennemis. Se souvenir que la plupart des gens ont peur, sont loin de chez eux et font de leur mieux avec des choix impossibles. » Jimmy rangea la photo. « Miguel est mort dans un camp japonais, mais il n'est pas mort en haïssant les Japonais. Il est mort en croyant que la miséricorde est plus forte que la vengeance, même quand la miséricorde était tout ce qui lui restait à donner. » L'infirmerie devint silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge murale et le bruit lointain des rondes du soir. Greta sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, comme de la glace qui commence à fondre après un long hiver. « Je ne sais pas comment arrêter de haïr, avoua-t-elle. »« Commence par une seule personne, » dit Jimmy. « Une seule. Peut-être Clouse, qui te regarde comme si tu lui avais sauvé la vie. Peut-être le major Hartwell, qui a perdu son fils, mais a choisi de voir des êtres humains chez les prisonniers. Peut-être toi-même, pour avoir survécu quand survivre ressemblait à une trahison. » Il se leva pour partir, s'arrêtant dans l'encadrement de la porte. La Croix-Rouge cherche du personnel médical germanophone pour travailler avec les personnes déplacées dans les zones d'occupation. Des gens qui comprennent les 2 côtés, des gens capables de construire des ponts plutôt que des murs. Après son départ, Greta resta seule avec son café qui refroidissait et le poids d'un choix impossible, pressant contre ses côtes comme des os brisés.